Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un mot qu'on utilise tout le temps, la démocratie. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir au peuple. D'accord, mais on va voir que derrière cette formule se cache un débat immense, un débat qui est vraiment au cœur de notre programme d'AGHGSP. Est-ce que le peuple doit gouverner directement ou est-ce qu'il doit élire des gens pour le faire à sa place? C'est le grand match qu'on va analyser ensemble. Cette phrase d'Abraham Lincoln, on la connaît tous, elle sonne incroyablement bien, elle est inspirante. Mais si on s'arrête 2 secondes dessus, elle pose la question centrale. Concrètement, comment est-ce que le peuple peut vraiment gouverner? Est-ce que c'est même réalisable? C'est cette interrogation qui va nous guider tout au long de notre analyse. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va bien définir les termes, histoire que tout le monde parte sur les mêmes bases. Ensuite, petit voyage dans le temps, direction Athènes, pour voir à quoi ressemble l'idéal de la démocratie directe. Puis, on fera un bond jusqu'au 19e siècle, avec Benjamin Constant, pour comprendre pourquoi nous, on a fait un autre choix. On se demandera ensuite si ce système n'est pas en crise aujourd'hui, et promis, on termine avec une fiche-bac ultra efficace pour que tout soit clair. Allez, on attaque! La toute première chose à maîtriser, c'est la différence fondamentale entre les deux grands modèles de démocratie. Si on pige ça, franchement, on a déjà fait la moitié du chemin. C'est vraiment la clé de voûte de tout le chapitre. Ce schéma, il résume tout. À gauche, la démocratie directe. Le peuple, donc l'ensemble des citoyens, prend les décisions lui-même, sans intermédiaire. Imaginez une assemblée géante où tout le monde vote chaque loi. Et à droite, la démocratie représentative, celle qu'on connaît en France. On ne décide pas nous-mêmes, on élit des représentants, des députés par exemple, qui vont décider pour nous. C'est la tension entre ces deux modèles qui va nous occuper. Pour voir ce que ça donne, la démocratie directe, en vrai, on embarque dans la machine à remonter le temps. Direction le 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. C'est là que tout commence, c'est le berceau de la démocratie. Voyons un peu comment ça fonctionnait. Alors, le système athénien, il reposait sur des principes hyper forts. D'abord, l'isonomie. Ça veut dire que tous les citoyens sont égaux face à la loi. Ensuite, l'iségorie. Ça, c'est le droit égal pour chaque citoyen de prendre la parole à l'Ecclésia, l'Assemblée du peuple. C'est énorme ça. Les citoyens ne font pas qu'élire, ils sont le gouvernement. Ils votent les lois, ils décident de la guerre. Et pour éviter que le pouvoir soit toujours dans les mêmes mains, beaucoup de responsables étaient tirés au sort. Mais attention, et ça c'est le point critique à ne jamais oublier, surtout pour le bac. Cet idéal démocratique, il ne concernait en fait qu'une toute petite partie de la population, à peine 10%. Pour être citoyen, il fallait être un homme, libre et né de parents athéniens. Donc les femmes, les esclaves, les étrangers, tout le monde dehors. On a donc un modèle de démocratie directe fascinant, oui, mais qui repose sur l'exclusion de 90% des gens. C'est le grand paradoxe d'Athènes. Allez, avance rapide, on saute jusqu'au 19e siècle. Un penseur français, Benjamin Constant, observe ce modèle athénien et il nous dit en gros « c'est très beau, mais c'est totalement inapplicable aujourd'hui dans nos grands États modernes ». Et il va nous expliquer pourquoi on a besoin d'un système complètement différent. Cette citation, elle est parfaite, elle résume toute sa pensée. Pour lui, le système représentatif, c'est une procuration. C'est simple, on ne peut pas tous passer nos journées à l'Assemblée à débattre des lois. On a un travail, une famille, une vie à mener. Du coup, on délègue cette tâche à des représentants. Pour Constant, ce n'est pas une trahison de la démocratie, c'est juste une adaptation nécessaire et pratique à la vie moderne. Pour bien comprendre Constant, il faut saisir sa distinction fondamentale entre deux types de liberté. D'abord, la liberté des anciens, comme les Athéniens. Pour eux, être libre, c'était avant tout participer à la vie politique, au pouvoir collectif. En échange, la vie privée était quasi inexistante. La cité pouvait tout contrôler. La liberté, c'était d'être un citoyen acteur à plein temps. Et nous, les modernes, pour nous, dit Constant, la liberté, c'est presque l'inverse. C'est d'abord la protection de notre sphère privée, de notre indépendance individuelle, notre liberté d'expression, de croire ou de ne pas croire, notre droit à la propriété, à la sécurité. Ce qu'on demande à l'État, c'est de garantir ça, pour qu'on puisse vivre notre vie tranquillement. La politique devient un moyen de protéger notre vie privée, pas une fin en soi. Voilà le face-à-face. D'un côté les anciens, le collectif avant tout, la vie publique est l'essentiel. De l'autre les modernes, l'individu d'abord, la protection de la vie privée est la priorité. C'est un vrai basculement dans la façon de concevoir la liberté, et donc la démocratie. Bon, d'accord. On a donc accepté ce compromis. La démocratie sera représentative. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça fonctionne encore? On entend partout parler de crise de la représentation, de déconnexion des élites. Voyons un peu de quoi il retourne. Ce chiffre, il est brutal. 52,5%. C'est le taux d'abstention au second tour des élections législatives en France en 2022. Ça veut dire que plus de la moitié des gens en âge de voter ne se sont pas déplacés pour élire leurs députés. C'est un signal énorme de désintérêt ou de défiance. Et ce graphique, il nous montre une autre facette du problème. Qui sont celles et ceux qui nous représentent?
Regardez le décalage. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est à peu près 70% des députés, alors qu'à l'inverse, les classes populaires sont quasi invisibles. Du coup, la question est simple. Une assemblée qui ne ressemble pas au pays peut-elle vraiment le représenter ? Cette citation, elle date de 1914, mais elle est une actualité bluffante. Ce qu'elle dit, c'est qu'au fond, deux députés, même s'ils sont d'avis contraires, finissent par plus se ressembler entre eux qu'ils ne ressemblent aux gens qu'ils représentent. C'est cette idée d'une classe politique qui vit un peu dans sa bulle, loin des réalités du quotidien. Pour résumer, voilà les grandes critiques qu'on peut faire au système. 1. Le décalage social, on vient de le voir. 2. Le risque de tyrannie de la majorité, une idée d'un autre penseur clé, Tocqueville. Ce n'est pas parce que 51% des gens sont d'accord que l'on peut écraser les droits des 49% restants. Il y a aussi la professionnalisation de la politique, où être élu devient une carrière à vie. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est la défiance et l'abstention. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette le bébé avec l'eau du bain? Non. Face à cette crise, plein de nouvelles idées émergent pour tenter de réoxygéner notre démocratie. L'idée, ce n'est pas de tout remplacer, mais de compléter le système. On voit se développer des conventions citoyennes où des gens sont tirés au sort pour réfléchir à des grandes questions, des budgets participatifs dans les mairies, et bien sûr la fameuse demande du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui était au cœur des revendications des Gilets jaunes. Voilà pour les idées. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on organise tout ça dans une copie du baccalauréat? Parce que savoir plein de choses, c'est bien, mais savoir les structurer pour construire une argumentation, c'est ça qui fait la différence. Que ce soit pour une compo ou une étude de doc, retenez bien ça. La structure, c'est la vie. Toujours la même recette qui marche à tous les coups. Une intro qui définit les mots, qui pose une question claire et qui annonce le plan. Un développement bien organisé en 2 ou 3 parties où l'on balance nos exemples. Athènes, Constant, la crise actuelle. Et enfin, une conclusion qui répond à la question de départ et qui, si on est en forme, propose une petite ouverture. Et voilà la fiche mémo, la synthèse de la synthèse. Les notions clés à maîtriser sur le bout des doigts, les auteurs incontournables, les dates repères, et surtout le conseil le plus important. Évitez le piège du gentil contre méchant, du tout blanc ou tout noir. Le but n'est pas d'opposer bêtement les deux modèles, mais bien de comprendre leurs tensions et surtout de réfléchir à la façon dont ils pourraient se compléter aujourd'hui. Et je vous laisse avec cette question. Parce que ce n'est pas juste un sujet de cours pour avoir une bonne note au bac. C'est une question qui nous concerne toutes et tous, directement. Ce débat entre l'envie de participer et la nécessité de déléguer, il est plus brûlant que jamais. Alors comment on fait, nous, pour réinventer la démocratie? C'est peut-être le plus grand défi pour notre génération. Merci pour votre attention et bonne révision.